dont on revient tous les deux. Moi, j'étais donc allée 2 jours et Gérard Courant était là-bas avec un film. C'est un festival de documentaire qui, moi, je trouve, par sa sélection étonnante, apporte vraiment des secteurs jusqu'alors inexplorés qui nous amènent en tant que spectateurs d'une façon tout à fait surprenante. Et donc, un de ces films complètement surprenant, documentaire surprenant, était donc le film de Gérard Courant qui s'appelle 24 Passions. Et ça sera déjà ma première question à Gérard Courant. Pourquoi ce film s'appelle 24 Passions? Alors, ce film s'appelle 24 Passions parce qu'il a été filmé pendant 24 ans, de 1980 à 2003, dans un petit village de l'Ardèche qui s'appelle Burzet. Et dans ce village, depuis le Moyen-Âge, on suppose depuis le XIIIe siècle, il existe une reconstitution d'une Passion du Christ qui a lieu le Vendredi Saint. C'est-à-dire que les gens du village jouent tous les rôles de la Passion. Il y a le Christ, il y a Marie-Madeleine, il y a les soldats romains. Ils sont une soixantaine, comme ça, depuis des siècles, à faire un chemin de croix qui dure près de 2 km. Ils montent sur une montagne qui est vraiment dans un lieu étonnant, au centre d'un grand cirque de montagnes volcaniques. C'est pas très loin du mont Gerbier-de-Jonc. Alors pour ceux qui sont des fanats en géographie, ils savent que le Gerbier-de-Jonc, c'est là où la Loire prend sa source. Ou des Ardéchois au cœur fidèle comme toi? Voilà, bon, moi j'ai des origines ardéchoises, donc c'est un peu la raison pour laquelle je connaissais l'existence de ce rituel. Et avant d'y aller pour la première fois en 1980, ça faisait des années que je me disais, il faut que j'y aille quand même. Je suis de cette région et je ne connais pas ce rituel. Et un jour de 1980, j'y suis allé avec ma caméra et j'ai été totalement surpris parce que j'ai vu... Une caméra complètement hâtée par ailleurs. Totalement. Et j'ai été totalement surpris parce que j'ai vu la beauté des costumes vraiment éclater dans ce lieu qui était très aride, très sauvage. Et j'avais comme une impression d'être dans un film biblique, vous savez, les films bibliques des années 50, les grands films hollywoodiens comme Les 10 Commandements, où c'est des films à grand spectacle avec des milliers de figurants. Il y a un côté carton-pâte, ces images de Technicolor nous pètent à la figure. Et j'avais l'impression d'être là au milieu de ça. Alors, à propos des couleurs, parce que vraiment, quand on découvre le film, j'étais saisie, moi, par la beauté de ce que je voyais, par l'étrangeté aussi de ce que je voyais, parce que on n'est pas dans un bain de couleurs qui vous saute à la gueule comme dans le film de Gibson, là. Mais on est tout à fait dans quelque chose qui serait caché comme sous des voiles striés de mystère. Et je voulais savoir comment vous avez réussi. Tu as réussi à faire ce début complètement déconstruit qui nous donne très envie de regarder la suite et où justement la couleur est comme tamisée sous un voile. Bon, déjà, il faut dire que j'ai utilisé une pellicule qui s'appelle le Kodachrome et qui est de toutes les pellicules qui existent encore aujourd'hui, celle qui est le plus proche de ce qu'était le Technicolor dans les années 40-50 dans le cinéma. Donc déjà, ce Kodachrome a des couleurs qui n'épousent pas du tout la réalité, comme on a avec le cinéma d'aujourd'hui ou avec la vidéo d'aujourd'hui. C'est vraiment de la peinture, c'est-à-dire que les jaunes sont vraiment jaunes, les rouges sont vraiment rouges, les bleus sont vraiment bleus. Vraiment, pour moi, le Kodachrome, c'est de la peinture. Alors, ce qu'il faut dire dans cette première séquence, parce qu'il faut préciser aussi que le film est évolutif, c'est-à-dire qu'on commence en 1980, après on est en 81, 82 et jusqu'en 2003. C'est un film en 24 chapitres, donc évolutif dans le temps. Et donc la première année en 1980, j'ai fait un travail
de surexposition. C'est-à-dire que j'ai travaillé, si vous voulez, pour essayer de retrouver une lumière, bon, presque impossible, peut-être utopique, je ne sais pas, mais qui est proche de la lumière de la passion originelle qui avait lieu en Palestine. Et donc de commencer le film par cet éclatement de la lumière, ça nous projette tout de suite dans un autre monde. Les spectateurs comprennent tout de suite qu'ils vont assister à un film qui sort de l'ordinaire, qui sort des normes. Ils comprennent tout de suite que c'est pas vraiment un documentaire auquel ils vont assister, c'est pas non plus un film ethnographique, comme ça pourrait le laisser supposer. Moi je dirais que non, ce n'est pas non plus une fiction, bien sûr, je dirais que c'est un ciné-poème. C'est de la poésie au cinéma. Oui, alors il y a un texte qui participe fortement à ce ciné-poème, à cette ciné-poésie, puisque quand même Gérard Courant et Monsieur Ciné Maton. Et donc ce ciné-poème, ciné-poésie, c'est un texte pris dans Parzival, enfin des phrases plutôt, même, on ne peut pas peut-être appeler ça un texte, qui sont injectées régulièrement dans le film et qui ont beaucoup de force. Enfin, j'ai pas su noter assez rapidement toutes les phrases, mais il y en a qui m'ont vraiment beaucoup marqué. Et ça serait bien que tu nous expliques le choix de ces phrases dans Parzival. J'ai noté « Je marche à peine et je suis déjà loin ». J'ai noté « Mourir, unique grâce ». Oui, j'ai noté encore quelque chose. Ce qu'il faut expliquer, c'est que... reprends cette croix où tu... Oui. Ah non, ça c'est dit dans le film. Reprends cette croix où tu... ça rime avec bois. J'arrive plus à me dire. Non, bon, ce qu'il faut préciser, c'est que ces phrases qui sont extraites du livret de Parsifal sont présentes chaque année, disons les 24 passions. Donc à chaque fois on signale la date, vendredi, je ne sais pas, 29 mars 1984, et en dessous il y a un extrait du livret de Parsifal. Donc il y a 24 extraits du livret de Parsifal. Alors pourquoi avoir choisi ces phrases-là plutôt que prendre des phrases de la Bible, par exemple? Moi, je trouvais ça beaucoup plus cinématographique. Ce qu'il faut expliquer, c'est que... oui, rappelle cette parce phrase. Que, là, il y a on parle vraiment de cinéma. Oui, non, mais il y a... j'ai plus cette phrase en tête, mais il y a des phrases de Wagner qui ont été écrites dans les années 1880, quelques années avant l'invention du cinéma, et qui annoncent complètement le cinéma. Et donc, cette relation avec Parsifal de Wagner était recherchée, parce que, voilà, ce qui m'intéressait chez Wagner, c'est ce qu'on appelle les leitmotifs. C'est-à-dire que ce sont des motifs musicaux qui reviennent périodiquement pendant son opéra, qui reviennent peut-être toutes les 10 minutes ou tous les quarts d'heure, et qui reviennent jamais de la même façon. C'est-à-dire que si on a une oreille attentive, on s'aperçoit qu'il y a des variations continuelles. Si on a une écoute lointaine, on croit que c'est toujours pareil. Et c'est d'ailleurs... Je vois la phrase, je l'ai retrouvée. Tu vois, mon fils, l'espace ici naît du temps. Voilà, je trouve que c'est complètement cinématographique, alors que ça a été écrit alors que le cinéma n'existait pas. Et donc c'est complètement annonciateur du cinéma. Enfin, c'est complètement surprenant, cette phrase. Et donc, je finis. Donc, au niveau cinématographique, avec ce film 24 passions, je voulais un peu créer quelque chose de similaire à ce travail musical de Parsifal, c'est-à-dire mon film, je filme un cérémonial qui est toujours le même, et je le filme jamais de la même façon. Il y a toujours des petites variations. Je porte toujours un peu le même type de regard sur les personnages que je filme, mais dans la façon de filmer, il y a plein de petites variations. Chaque année, c'est filmé un peu différemment. Et donc, c'est au niveau cinématographique, j'essaie de créer un peu la même chose que Wagner au niveau de la musique, les fameux leitmotifs. Et c'est aussi proche de la musique de jazz. Quand on écoute de la musique de jazz, il y a sans arrêt des motifs qui sont repris, et ils sont repris jamais de la même façon. Donc, je me situais un peu dans cet esprit-là. Oui, mais ce résultat, enfin cette beauté des couleurs
des plans, tu as pu le réussir avec, en filmant en Super 8, comme c'était ton habitude? Voilà, donc j'aurais pu filmer aussi en 16 mm, parce que la pellicule Kodachrome existe aussi en 16 mm. Donc là, ce film était tourné entièrement en Super 8 de la première à la dernière année. Et ce qui est fantastique, cette pellicule Kodachrome est toujours la même. C'est-à-dire que toutes les autres pellicules évoluent pratiquement chaque année, il y a des petites améliorations, elles évoluent. Alors que le Kodachrome, depuis qu'on a créé par exemple le Super 8 en 1965, c'est exactement la même pellicule. Donc en fait, pendant 24 ans, j'ai utilisé exactement la même pellicule, ce qui, avec une autre pellicule, aurait été impossible, parce qu'elles, je le répète, elles évoluent sans arrêt. Donc ça, déjà, il y avait une sorte d'unité au niveau, je dirais, pictural de mon image, c'est d'avoir toujours cette même pellicule. Et ça, c'est une chance inouïe et inespérée d'avoir pu bénéficier de ça. Eh bien, je voudrais aussi poser quand même cette question sur... parce que tout ceci, c'est un travail où on voit que... Oui, oui, ma question, elle s'adresse plutôt à Gérard Courant, cinéaste, et ici, cinéaste et documentariste. Pourquoi ça vous a pas du tout tenté de poser des questions aux gens qui interprétaient cette passion? Et puis, par exemple, le Christ, enfin, il fait ça depuis, vous dites, 37 ans. Ah bah oui, alors... Alors pourquoi vous n'avez jamais pensé oui. intégrer, enfin, ce que ces gens vivaient, donc tous les ans? Oui, ces personnages gardent leur rôle d'année en année, et donc Oui. le premier Christ qu'on voit dans mon film, je crois Vous qu'il est les resté interrogez 37 pas ans. du tout Oui, dans oui. le film. Alors, le pari du Non. film était un pari, je dirais, hardi et risqué. C'était, d'une part, de faire un film sans interview, de faire un film sans commentaire, c'est-à-dire sans voix off, et de faire aussi un film sans musique. Ce qui m'intéressait, c'était de faire ce qu'appelaient par exemple des gens comme Jean Epstein ou Louis Deluc, ces cinéastes des années 20, et eux, ils avaient créé une sorte de concept. Eux, ils appelaient leur cinéma, ils l'appelaient le cinéma pur. Et je voulais essayer de retrouver, de faire un cinéma proche de cette idée-là. Et d'ailleurs, Henri Langlois avait parlé, pour qualifier le cinéma de Jean Epstein, il avait parlé de vagues impressionnistes au cinéma. Et donc, mon parti pris, c'était... Donc, je ne voulais pas interviewer tous ces personnages. Moi, ce qui m'intéressait, c'était le rituel. De le filmer, de le refilmer chaque année, de le décortiquer, d'une certaine façon de l'analyser, mais de faire des entretiens, par exemple, avec les acteurs de cette passion, avec le Christ, avec le centurion, avec des soldats romains. Ça aurait été un autre film qui aurait pu être tout à fait aussi intéressant, peut-être plus intéressant, je ne sais pas. Mais c'était une autre démarche. Ma démarche, c'était quelque chose une sorte de cinéma épuré. C'est c'est un cinéma un peu dans l'esprit de Dreyer, de Philippe Garrel, de gens comme ça, où ce qui m'intéressait, c'était d'aller chercher l'essence des choses, c'est-à-dire vraiment de chercher des petits détails comme ça dans les personnages, dans des regards, dans des postures. Donc c'est plus, je dirais, un travail de peintre. Je sens, moi, le cinéma, je suis presque un peintre du cinéma, et c'est pour ça quand on me classe parfois dans du documentaire, c'est vraiment avec beaucoup de guillemets, parce que très souvent, dans la presse, on dit « Ah, Gérard Courant, ah oui, l'inclassable du cinéma français ». Et c'est vrai qu'on peut difficilement me classer. Donc le Festival documentaire de Marseille a beaucoup de mérite de faire appel aux œuvres de l'inclassable Gérard Courant.